Le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père, était un ouvrier marin sur un des bateaux, un remorqueur de la Compagnie du Canal en 1888. Et en 1888, mais il était ouvrier depuis quelques années déjà. Ma grand-mère était enceinte donc de mon père, et son mari est décédé à la suite d'un accident dans le canal où le remorqueur sur lequel il travaillait a été chaviré par une mauvaise manœuvre d'un navire, et il est mort noyé dans le naufrage de ce remorqueur. Si bien que mon père avait été pris en charge, ma grand-mère avait été pris en charge par la Compagnie du Canal, qui l'a indemnisé pendant le courant de sa vie. Mon père a fait ses études au Collège des Pères Jésuites au Caire. Et mon père n'a pas connu son grand-père. Elle était enceinte au moment de la mort de son mari. Si bien au moment de la mort de son mari, la compagnie a pris l'éducation des enfants. A pris en charge l'éducation de mon père. Nous sommes en quelle année? Alors, il était né en 1888, en janvier 88, et il a dû commencer, après avoir fait ses études de père jésuite, il avait fait à l'époque des études jusqu'au baccalauréat, ce qui était assez rare dans cette époque-là. Et donc, 20 ans après, il a déjà été pris, avant même 20 ans, il avait été pris comme employé du canal et il a eu une formation pour sa fonction future d'agent de contrôle de transit, c'est-à-dire d'agent qui s'occupait de l'organisation du transit des navires. Et ces gares avaient été à ce moment-là... En fait, les gares avaient été conçues par de lesseps ou par leur équipe avaient deux objets. Ce n'étaient pas les gares n'étaient que... On appelait les gares les installations d'habitation du personnel qui était au voisinage des navires. Ça, c'est la gare de 1946, dont il était à la fin de sa carrière chef de gare, et où j'ai vécu de 1933. Quand je suis né en 26, il était chef de gare de la gare de 1934, qui en fait, au cours de ma vie, a été appelée 133. Les numéros, c'était le kilométrage des gares distantes, c'était la distance de la gare par rapport à l'embouchure du canal de Port-Suède. Celle-là, c'était l'avant-dernière, avant Portefic, le débouché dans la mer Rouge. Donc la gare 133. Alors, il a fait plusieurs gares dans sa vie, mais je ne connais pas les premières qu'il ait faites, mais la période de vie que j'ai vécue pendant une vingtaine d'années, c'est 133 et 146. Je suis arrivé en 134, en 1934, à la gare 146. Ah, d'accord. En fait, à la conception du canal, le problème que s'était posé l'équipe de l'ESSEP, c'était comment résoudre le problème des croisements des navires. Il fallait que le nombre de navires soit conséquent tous les jours. Et la longueur du canal de 160 km, 161 et quelques, et les vitesses assez faibles à l'époque des navires, elles étaient faibles parce que les navires n'allaient pas vite. Mais après, les navires on a imposé des vitesses de plus en plus faibles aux navires pour éviter la détérioration des berges par l'avancement par les différences, les vagues que formait le navire lorsqu'il avançait dans le chenal. Dès la conception du canal, il a fallu imaginer deux choses. Un, que les navires se croisent. Il y avait deux contraintes nécessaires. L'une, assurer le croisement des navires,
dans un chenal qui ne permettait pas ce croisement, et d'autre part, d'assurer des communications avec les navires pour leur donner des instructions de vitesse, de éventuellement s'arrêter dans les gares, etc. Et ils avaient donc imaginé environ tous les 10 ou 15 kilomètres, suivant la géométrie du sol, suivant la géographie du sol, des stations qui comportaient un mât relativement élevé pour que les signaux hissés à la corne, à la tête du mât ou à la corne du mât puissent être vus de la gare voisine. Et imaginez, non pas en face de la gare, mais au voisinage de cette gare, des élargissements du canal. C'est eux qu'on appelait gare en fait. La gare n'était que la station proche de l'élargissement qui permettait ce croisement. Et la mission de la gare était donc, un, de communiquer avec le navire, et deux, de lui porter assistance lorsqu'il voulait se garer. Le garage, c'était pas un garage, en fait, c'était le stoppage du navire. Et stopper le navire dans un chenal où il y a un courant était une chose relativement difficile. Il fallait donc qu'on lui porte assistance à terre pour prendre les amarres, les mettre sur les bollards, etc. Là c'était la responsabilité du chef de gare. C'était son rôle était donc d'assurer la communication avec le navire et de lui porter assistance lorsqu'il était nécessaire, en lui envoyant des marins à terre pour récupérer les amarres, c'est ce qu'on appelait les lamaneurs, faire l'arrimage l'amarrage du bateau, mais également pour assurer l'entretien du chenal. Alors, la navigation, une des contraintes importantes de l'époque, on était au balbutiement de l'électricité. On n'avait pas encore... Les navires à vapeur existaient, mais aucun n'avait d'installation électrique. Et le chenal et le tracé du canal était tel que la voie d'eau profonde n'était pas matérialisée extérieurement. Le patron ou le pilote ne la voyait pas. Il fallait donc la matérialiser par une série de bouées, des bouées flottantes, qui étaient toutes quelques centaines de mètres, qui permettaient d'indiquer au pilote l'endroit où il devait passer, parce que sur une largeur totale qui à l'époque était de 80, à mon époque elle était de 150 mètres pour un chenal de 80 mètres. Au départ c'était un chenal de 22 mètres avec des berges à 60 mètres. Mais il ne pouvait pas visualiser, le pilote, l'endroit où il était par rapport aux berges montantes qui étaient les talus. Et il risquait de s'échouer. Donc il y avait un balisage tout du long par petites bouées. Et ces bouées étaient fixées au fond de la mer par un corps mort, c'est-à-dire un poids lourd, avec une chaîne. Elle était flottante et surmontée, je ne sais pas si c'était à l'origine, mais surmontée de catadioptres, c'est-à-dire d'éléments réflecteurs, qui fait que si on les éclairait la nuit, elles réfléchissaient des points lumineux comme une piste d'atterrissage. Le pilote voyait toute une série de points lumineux. Mais au début des traversées, il paraît que, d'après les historiens, la première traversée des bateaux s'était faite en 16 heures. Et apparemment, ça me paraît invraisemblable parce que ça représente une vitesse relativement conséquente, de l'ordre de 10 km à l'heure, 15 km à l'heure, puisqu'il y avait 160 km, 10 km à l'heure. Et les journées, 16 heures, les journées été comme hiver, n'excédaient rarement 12 heures le jour dans ce canal. Donc il y avait des périodes de nuit. L'ouverture du canal s'est faite en mars 69. La première série de bateaux qui sont passés étaient assez nombreux, quelques dizaines, le jour de l'inauguration.
ils ont, paraît-il, passé en 16 heures. Ça m'étonne, parce qu'ils ont dû avoir une période de nuit, sauf si il y avait pleine lune. Quand il y avait pleine lune, la visibilité dans le canal était extraordinaire. La visibilité dans ces pays chauds, qui a un air sec sans nuages, est très bonne. Moi, je me souviens que, enfant, enfin, quand il y avait pleine lune, j'arrivais à lire un livre à la lumière de la lune la nuit, sans éclairage extérieur, ou lire une page de journal. Et ce qui aurait permis, qui aurait permis peut-être à ces navires de passer. Mais enfin, ça... Et alors, donc, justement, votre père était chef de gare, de cette gare. Qu'est-ce qu'il a eu comme formation pour arriver... Alors, ça a été une formation sur le tas, comme était la marine à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé un bac il a passé un baccalauréat Il avait fait un baccalauréat qui est amplement suffisant. Vous savez que la formation maritime à l'époque c'est ce qu'on appelait sortir du rang. Tous les officiers étaient formés ils étaient d'abord matelots, etc., et arrivaient commandant de navire sans passer par une vraie école. L'école navale a été quelque chose qui a été fait beaucoup plus tard. Mais l'école navale a été faite pour former des officiers de guerre et non pas des officiers de la marine marchande. Et alors il est entré à la compagnie compagnie, je ne sais pas dans quel statut, mais très rapidement, il a dû avoir les postes inférieurs d'abord, et rapidement, il est arrivé au poste de chef de gare. C'est-à-dire qu'il avait la direction des matelots qui lui étaient assignés. La gare comprenait un chef. Qu'est-ce qu'il avait sous ses ordres alors? Il avait un sous-chef de gare. Ils assuraient à eux deux seuls 24 heures de garde, jour et nuit. Je ne me souviens pas si c'était des gardes de 4 heures ou de 6 heures. Mais à tour de rôle, ils étaient donc des périodes de 6 heures, je crois. Ils assuraient la présence de la capitainerie. La capitainerie était un bâtiment au-dessus qui était... Et avec un marin de garde, il y avait donc lui et un ou deux matelots qui étaient chargés par les instructions qu'ils recevaient par les sémaphores. Alors, il y avait des centres de commandement de l'organisation de la circulation qui étaient un à Port Saïd, un à Ismaïlia et un à Suez, à Portefique. Et eux communiquaient également par signaux au début, lorsqu'il n'y avait pas de télégramme, pas de téléphone et pas de TSF, ils communiquaient par sémaphore. Alors il y avait la mâture permettait d'envoyer soit des objets identiques, c'est-à-dire, déterminants même sans lumière, avec très peu de lumière, soit c'est des boules, soit des rectangles, soit des triangles. Et il y avait toute la gamme des pavillons qui donnaient l'alphabet de pavillon, et puis il y avait il y a toujours d'ailleurs, il y a un code comme le Morse, A multiplié avec B veut dire ça, V avec truc veut dire autre chose. Il y avait toute une série de symboles qui permettaient, avec 3 ou 4 pavillons seulement, de donner une phrase très claire. Et donc, il recevait des instructions de consignes d'organisation de transit, et il les transmettait par pavillon aux gares voisines et en même temps aux pilotes des navires qui traversaient. Mais ils avaient aussi comme rôle d'assurer l'entretien du balisage. Le balisage, c'était donc toutes ces bouées qui étaient attachées à la gare et qui permettaient aux navires de bien visualiser l'axe du chenal. Et ces bouées étaient assez... les courants, dans la partie sud, dans le nord, les courants devaient être plus faibles, mais dans la partie sud du canal, c'est-à-dire depuis Portefique jusqu'au lac Zamer, il y avait une marée qui était importante, qui était de l'ordre de 2 à 3 mètres, et qui impliquait des courants très forts,
qu'on appelait le flot et le jusant. Le flot était le courant qui montait vers le nord, le jusant, le courant qui descendait. Et ce courant pouvait très bien entraver la navigation du navire s'il était... On ne demandait au navire que de se garer que lorsqu'ils avaient le courant contraire à eux, et non pas le courant par l'arrière. Un navire peut s'arrêter facilement quand il a un courant de bout, parce qu'il ralentit à la vitesse du courant, si bien qu'il est immobilisé par rapport à la berge. À ce moment-là, il se colle à la berge et il s'y colle par des amarres. Et le rôle de la gare était d'envoyer des matelots pour les aider, mais... Et d'où venaient-ils, ces matelots? Alors, ces matelots, ils venaient du monde maritime international. C'était aussi bien il y avait essentiellement des Maltais, des Italiens et des Grecs. Ils étaient très forts en signalisation, les Grecs, non? Comment? Les Grecs étaient forts en signalisation. En navigation, oui. Les Italiens aussi, pas mal. Les Maltais aussi, parce que les Maltais étaient des gens qui vivaient dans les îles. Ils avaient tous des bateaux. Et leur savoir-faire n'était pas simplement de savoir manœuvrer une barque avec des rames, mais également de piloter une petite vedette qui était attachée à chaque gare, qui était motorisée, avec un moteur diesel de l'époque, et qui avait également ce qu'on appelle la connaissance du bosseman, c'est-à-dire faire des nœuds, faire des épissures, travailler les câbles d'acier, travailler les câbles de chanvre. À l'époque, il n'y avait pas de nylon. Lier les câbles et passer... les amarres des navires étaient des amarres relativement grosses, qui étaient de l'ordre de 4 à 5 cm, très lourdes, et pour les passer d'un bateau à l'autre, on les passait par une succession de fils plus ou moins gros. On lançait d'abord une pomme qui était une espèce de maslotte avec un petit fil qu'ils accrochaient, qui tirait à la main. Après, ils tiraient une plus grosse amarre, etc. Mais ils étaient également chargés de l'entretien des bouées. Et lorsqu'une bouée partait à la dérive parce que son amarrage cassait, la gare était dotée d'un petit bateau. Elle était dotée d'une petite vedette que l'on voit là, et d'une barque munie d'un treuil manuel, et avec le treuil, il pouvait lever des charges de 1 ou 2 tonnes, mettre les corps morts, c'est-à-dire les poids lourds qui tenaient la bouée en place du chenal, et qu'il fallait positionner dans l'axe du chenal après des mesures géométriques pour pouvoir bien se positionner. Donc il y avait un savoir-faire qui était acquis par la pratique, mais qui était quand même assez spécialisé. Et votre père, alors mon père était de votre père. Est-ce que votre père vous racontait ce qu'il faisait, vous racontez ses aventures? Mon père, oui, nous vivions tous. Nous vivions tous les épisodes. Quel souvenir avez-vous, oui, de votre père en tant que chef de gare? Est-ce que vous avez des épisodes qui vous ont marqué? D'abord, son professionnalisme. Il avait une conscience de la très grande responsabilité qu'il avait dans la transmission des ordres et de l'intervention en cas d'urgence sur un bateau. Vous en avez vécu? Comment? Vous avez vécu ces urgences? Ah oui, il y en a eu souvent. Souvent, des navires étaient en panne. À cette époque, les navires étaient encore très fragiles. Le canal, à l'époque où nous étions, les principales machines étaient des machines à vapeur. À l'époque de l'ouverture, on était au balbutiement de l'électricité. Foucault était le premier qui a réussi à faire de la lumière avec l'arc voltaïque. Les lampes n'existaient pas. La lampe à incandescence inventée par Thomas Edison a été mise sur le marché dans les années 1880. Avant, il n'y avait pas d'ampoule
éclairante, le seul moyen de faire de la lumière avec l'électricité, était l'arc photovoltaïque. Ça consistait à mettre un très gros voltage entre deux électrodes au carbone qui, s'écartant, faisaient un jet de lumière le même que celui d'un soudeur quand il soude une plaque d'acier, et qui était ensuite canalisé par une optique dans un phare. Et alors là, du coup, vous avez vu des bateaux s'échouer, vous avez vu Oui, on a eu des bateaux s'échouer, on a eu des accidents du genre. Alors, les bateaux, quand ils traversaient le canal, avaient des obligations, très rapidement, voyez-vous, d'installer à la proue d'un bateau un phare qui était fait avec un arc voltaïque. C'était le seul élément électrique qu'ils avaient à l'époque du début de leur navigation. Et la compagnie fournissait le phare et des fois un petit groupe électrique pour alimenter le phare lorsque le navire n'en avait pas. Et il fournissait aussi, les bateaux qui traversaient avaient l'obligation d'avoir des bossoirs libres qui permettaient d'avoir une embarcation que le bateau pouvait mettre à l'eau tout seul avec ses propres marins pour aller mettre des amarres à terre. Et il arrivait souvent des accidents, et moi, je me souviens avoir récupéré au moment de l'appareillage quelquefois lorsqu'il faisait la manœuvre de départie, il n'avait pas le temps de ramasser sa barque. Un jour, par exemple, le bateau a pris sa barque, elle était mal amarrée, la barque est tombée, il y a eu un homme mort et l'autre gravement blessé. Bon, mon père était parti en pleine nuit récupérer le corps, et le lendemain matin, on le voyait, il était sur l'appontement gisant. C'était la première fois de ma vie que j'ai vu un homme mort. D'autres échouages étaient fréquents. L'échouage, c'était lorsque le navire... Ces navires-là étaient très fragiles. Vous les sentiez sur le qui-vive, toujours très voilà. Concentrés sur leur travail. Il vivait quand même d'une manière relativement anxieuse son travail, parce que c'est la même chose qu'un commandant de navire à la mer, dans des circonstances qui peuvent être... bon, ils se sentaient très responsables là-dessus. Et alors, autour de lui, il avait une famille. Alors, chacun des membres de l'équipe des professionnels à bord de la gare vivait avec sa famille, leurs femmes, leurs enfants. Et ce qui représentait dans une gare qui avait 4-5 marins, donc 4-5 marins, famille plus les deux officiers, le chef et le sous-chef, représentait une famille de, mettons, 6, ça faisait 6, 7 fois 5, une quarantaine de personnes qui vivaient en communauté, chacun avec leur rôle, une vie assez joviale dans les jours. Les périodes de nuit étaient des périodes plus difficiles, parce que la navigation de nuit était une chose dangereuse. Et vous-même, vous aviez des frères et sœurs? Alors, nous étions... Ma mère a épousé mon père, je ne sais pas en quelle année, mais je crois que c'était pendant la période de la guerre de 14. Mon frère Victor était né en 1918, l'aîné était né en 1916. Il avait été appelé Victor parce que c'était la victoire. Et puis, ma mère, nous avons été 9 enfants. Ma mère était très catholique à l'époque. Tous les gens du coin, d'ailleurs, étaient des catholiques. Aussi bien les Grecs qui étaient orthodoxes, les Maltais qui étaient... ils étaient, comment dire, syriaques, je crois, je ne sais plus. Ils avaient des religions, bon. Mais il y avait beaucoup de religiosité à l'époque. Et beaucoup de rites et d'habitudes pour Noël, pour Pâques, etc. Il y avait beaucoup de convivialité entre chaque famille aussi. Vous partagiez ces fêtes? Comment? Vous partagiez ces fêtes On partageait des choses. On avait, mon père avait
organiser la culture de quelques hectares de terrain. Alors, je reviens à la structure de la gare. La structure de la gare était une structure qui était... il fallait que ça soit un village complètement autonome. Donc, il est toutes les facilités d'une ville, c'est-à-dire de l'eau, assez vite l'énergie électrique, dans les années 1930. Il fallait purifier cette eau, c'était une dérivation du Nil, le Nil était chargé de beaucoup de bactéries, en particulier d'une maladie endémique de la région, qui était la bilharziose. Nous avions aussi nous étions infestés par les moustiques, la malaria, et à l'époque on avait bien le traitement, mais on n'était pas immunisé. Donc on vivait ces périodes-là bon. Et la gare avait le personnel s'est occupé aussi de l'entretien de la gare, c'est-à-dire de la purification des eaux. Il y avait une éolienne qui pompait l'eau dans un château d'eau pour la distribuer. On voit les châteaux d'eau dans certaines gares, une éolienne. Et il y avait, par les canaux de dérivation qu'avait fait l'équipe de Lesseps, qui amenait l'eau du Nil du Caire à Ismailia, et d'Ismailia à Suez, et d'Ismailia à Port Saïd. Et à chaque gare, d'une petite rigole toute petite qui déversait de l'eau dans chaque gare. Alors cette eau-là, il fallait la traiter, il y avait des bassins de décantation. Il fallait la traiter, la bassin de décantation, la purifier par des traitements au chlore, et ensuite, finalement, la purifier dans chaque maison par des filtres en céramique, que c'était des filtres Pasteur de l'époque, qui nous permettaient de la boire. Nous avons tous été élevés à l'eau du Nil. L'eau du Nil purifiée. Purifiée par les moyens de la gare. Ah, les moyens de la gare. Bon. En parfaite autonomie. Et alors, on avait ensuite une parfaite autonomie électrique quand le groupe électrogène a été construit au milieu de la gare. Il alimentait en 110 volts continus toutes les maisons et puis tous les fanaux de la mâture pour les signaux de nuit au navire. Et là, il fallait ce groupe électrogène charger tout un ensemble de batteries électriques il tournait 7 ou 8 heures pendant la journée et la nuit il était arrêté pour ne pas permettre le sommeil parce qu'il faisait un bruit terrible. C'était des vieux moteurs qui tournaient très lentement avec beaucoup de bruit. On était éclairé donc avec du 110 volts continu. Et ce qui nous a permis, dès les années 1935, d'avoir des postes de radio et qui à ondes courtes qui nous permettaient d'être en contact avec le monde entier. Et on écoutait très souvent des émissions européennes. Et on avait, nous, dans notre vie de famille, une vie assez culturelle. Ma mère aimait la musique, avait fait beaucoup de piano. Mes sœurs on avait un piano. On écoutait beaucoup de Chopin, c'était à la mode à l'époque. Et mon père, qui avait continué sa culture, on lisait beaucoup. On était abonné à la revue des Deux Mondes, qui à l'époque... Alors, qui arrivait comment, cette revue? Elle arrivait... Par le courrier, on les recevait. Par des tous les jours, vous aviez un courrier. Quand on est enfant, on avait des journaux. Oui. On lisait beaucoup de romans. Il y avait une école faite à tour de rôle par les vieux, mais c'était surtout notre mère qui faisait l'école primaire. C'était autonome alors mais c'était juste au niveau de la lecture. Parce qu'après, la plupart des enfants étaient envoyés dans des écoles internes au Caire ou à Ismailia. À Ismailia, il y avait une école tenue par des bonnes sœurs qui étaient les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui d'ailleurs étaient également en charge de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, où chacun de nous est né grâce à un médecin qui était extraordinaire, qui s'appelle le docteur Plessier. Les garçons étaient envoyés soit les garçons de langue française, les Maltais, les autres, je ne sais plus, je ne me souviens pas,
il devait y avoir aussi des écoles italiennes ou grecques, était envoyé comme interne, principalement au collège des Pères Jésuites au Caire. À Ismaïlia, c'était une pension pour les jeunes filles. Il y avait au Caire une autre pension religieuse qui était les Sœurs du Sacré-Cœur pour les filles. Donc vous êtes parti en pension à quel âge? Alors moi j'ai eu un cas particulier parce que j'ai commencé à 9 ans en pension, à 9e, j'étais très en retard, parce que ma mère était très possessive, elle ne voulait pas qu'un enfant de 6 ou 7 ans soit pensionnaire. Et le recteur de la pension du collège des Pères Jésuites, qui était un ami de la famille qui venait souvent passer des week-ends chez nous, je me souviens, m'était venu un jour me dire à ma mère, il a 8 ans, j'avais 7 ans, il me dit, il aura 8 ans l'année prochaine, il faut qu'il rentre en 8e. Et puis ça a duré, je suis rentré en 9e à 9 ans. Moi je pensais que c'était la même chose. Mais à 9 ans, j'ai malheureusement été atteint d'une infection à la hanche, une infection de staphylocoque à l'époque où il n'y avait pas d'antibiotiques. J'ai été fait de très graves fièvres, j'ai failli mourir, j'ai reçu l'extrême-onction. J'ai été hospitalisé au Caire pendant 1 an ou 2. Et puis j'ai été opéré, ce qui m'a donné le handicap que j'ai encore sur ma hanche gauche ici. Si bien que je suis retourné au canal à l'âge de 12 ans, dès que je suis sorti de l'hôpital, où j'ai circulé sur une chaise roulante d'abord, ensuite avec des cannes, et j'ai pu marcher. Je n'ai été vraiment guéri qu'en 1939 par le docteur Dagenan, qui était un des premiers qui utilisait des antibiotiques en France, juste à la veille de la guerre, pendant nos vacances. Donc vous étiez suivi par l'hôpital, par des médecins de l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis essentiellement par le docteur Plessier. Et pendant nos vacances en France, tout le personnel des gares avait des régimes assez avantageux du point de vue vacances. Mon père avait droit à 3 mois de vacances en Europe. Pour toute sa famille? Pour toute la famille, tous les 2 ans. Il passait un été sur 2, on le passait là-bas. Et bon. Et vos amis, qui étaient-ils? Alors nous avions des amitiés scolaires, hein, d'autres amis. Vous savez que j'ai revu récemment Jacques Huitfoot et Guy Bougeret. Ils sont venus me voir là. Nous avons été déjeuner ensemble. On avait beaucoup d'amis du canal là-bas. Il y avait des faux. Comment vous les voyez? Qu'est-ce que Ah non, à l'école, on était copains d'école, oui. Copains d'école, oui. Et pendant les vacances, il y avait un garçon, mais je me souviens plus de son nom. Je ne sais pas si c'était Lafaille ou un autre, qui avait un petit voilier à Portefic. On faisait des équipés en mer Rouge ou dans les lacs amers. Sur les voiliers, on était tous très fanats de l'eau, des bains, des jeux de l'eau, de la voile. Nous étions à 15 km de Portefic, oui. Mais mon père avait une voiture. Nous avions une voiture. Au début, on avait des chaussées en sablé. Ensuite, elles ont été asphaltées. Mais la liaison avec le Caire était une piste à travers le désert de sable, d'ailleurs, quand on l'a traversé, on trouvait les traces des tours de Napoléon que Napoléon avait baptisées pour avoir le télégramme jusqu'à Paris. Ma mère était toujours très gaie, tout l'ensemble du personnel était très gai, et nos soirées étaient souvent des soirées communes où on se mettait tous le long d'une barrière et on levait les pieds en regardant les bateaux passer le soir, et on chantait des airs folkloriques aussi bien de la Grèce, d'Italie que de Malte, et ça devenait des ritournelles communes à chacun. Ah oui, chaque famille sa ritournelle, et on les apprenait, et c'est comme ça que j'ai appris le grec, l'italien,
pas le maltais. Ah bon. Et vous vous rappelez des petites ritournelles comme ça, grecques ou Ben oui, maltaises? une en particulier Oui. qui a été plagiée par Guy Béard. La Fontaine, c'est ta 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 ti ta ti. La Fontaine ou je sais plus quoi. Il a plagié plusieurs ailes. Guy Béard était un Libanais qui vivait au Caire. Oui. Et qui avait eu un peu, mais pas au Caire, pas au Canal, qui a eu un peu la même enfance que nous, mais au Caire. Je ne sais pas ce que faisaient ses parents. Et d'ailleurs, nous nous sommes retrouvés à la Maison des Mines. Moi, j'étais au génie maritime et lui était au pont et chaussée. Et vous avez une petite chanson de Guy Béard, enfin de plagiée par Guy Béard en fait? c'est celle-là, oui, il faudrait que je vous la retrouve. L'eau vive. Oui, voilà, l'eau vive, c'est celle-là. Vous la rappelez? Tout à fait, oui. Vous pourriez nous la chanter? Non. Ah, mais... Je pourrais, mais il faudrait qu'elle me revienne. Enfin, je me souviens de ça. C'était un plagiat complet du truc, avec lequel il s'est fait connaître, est devenu l'ami de la Pompidou. Mais enfin, il avait fait de belles chansons après, comme Temporel, etc. Et sinon, en famille, vous alliez au Caire, vous avez fait des séjours en Haute-Égypte ou en... Non, en Haute-Égypte, nous n'avons jamais été en Haute-Égypte. Finalement, vous étiez au Canal et puis au Canal. En Europe. C'est ça, tout à fait. Alors, on profitait de nos vacances en Europe pour aller dans les endroits du genre. On a beaucoup fréquenté les Vosges, les Alpes, un peu la Côte d'Azur. Je me souviens de Juan-les-Pins quand c'était vraiment les Pins. Enfin, on a passé des vacances un peu dans toutes les villes de France, dans toutes les villes estivales de France. Oui. Nous avions de très bonnes relations avec les Fellas que mon père avait embauchés pour la production de nos aliments. On était autonome, on produisait tous nos légumes, nos viandes, puisqu'on avait des vaches, des moutons, chèvres, des arbres fruitiers et la volaille. Mais je ne me souviens pas qu'on leur enseignait des trucs, mais c'était des hommes auxquels on s'était très attachés, ces faits-là de l'époque. Il y en avait un en particulier qui était tellement attaché à notre famille, que lors d'un bain, c'est une photo de la gare prise il y a 1 ou 2 ans par une de nos amies qui a traversé le canal dans un paquebot. Et elle n'a pas beaucoup changé. On se baignait dans cette zone-là. Là, on avait fait dégager tous les rochers qui étaient dans... Il y avait quand même des pierres dures. La gare où nous étions, qui s'appelait le Chalouf, le 146, était Ah, c'était rocheux, là. C'était un peu rocheux. Et ce qui fait que, d'ailleurs, ça a été particulièrement visé pendant la guerre de 40 par les aviations de Rommel pour essayer de couler un bateau, ce qu'ils ont réussi, d'ailleurs. Là aussi, nous avons eu un bateau qui a été explosé à 1 ou 2 kilomètres de la gare. Et le jour où il a sauté, j'étais en train de le regarder avec des jumelles d'ailleurs. Et c'était l'Agios Georgios, un bateau grec, piloté par un pilote français qui s'appelait Régent, et qui a eu malgré qu'il a été éjecté de sa passerelle, était tombé en dessous et gravement blessé, mais il s'est remis aux commandes et il a manœuvré pour venir échouer le bateau sur le côté pour essayer de ne pas obstruer le canal. Il avait été décoré de la Légion d'honneur, je ne sais pas quelle croix militaire, par les Anglais d'ailleurs. C'était l'objet de notre précédent interview. Et vos souvenirs autour de la guerre, d'enfants autour de la Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, ici, on est en parfaite autonomie. Oui, alors je voulais dire que nos liens avec l'eau du Nil et les cultures venaient aussi... Alors vous voyez ici, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que au moment où nous étions, nous, en 130, en 1934, la partie végétalisée par les petites rigoles qu'avait fait de Lesseps sur l'alimentaire en eau douce
était extrêmement faible. Depuis, avec le même réseau, il y a eu énormément de végétalisation. Et je vous disais que les relations avec les fellahs étaient tellement courageuses et sincères que un de mes frères, Paul, qui avait 3-4 ans, qui se baignait, avait été emmené par le courant et se noyait. Et un fellah, qui était Abdessalam, je m'en souviens encore, un grand bonhomme, il s'est jeté à l'eau pour aller le récupérer alors qu'il ne savait pas nager. Il a failli y périr lui-même. Il a fini quand même le ramener. Bon, moi, je me souviens aussi d'avoir faire la même chose, fille d'une femme arabe qui se baignait tout habillée dans leur voile noir, qui s'était également été emportée pour le courant, que j'ai été recherché. Vous voyez donc qu'on avait des liens de sympathie. Oui, oui, entretenus tous les jours par tout le travail en commun que vous... Par le travail, et oui. Et par la guerre aussi nous avait beaucoup liés parce que... Oui. Le sous-chef de la gare, un des éléments de la guerre qui a été très triste, c'est que le sous-chef de la gare, de mon père, était un Italien qui s'appelait Bagliano. Et au moment de la déclaration de la guerre, les Anglais ont voulu l'interner. Et il s'est suicidé, le pauvre. Tellement l'idée d'être interné pendant toute la guerre a été extraordinaire. Il s'est suicidé. Mes parents avaient le droit de port d'armes, ils avaient des armes, parce qu'on avait toujours l'impression qu'on risquait des attaques de musulmans, peut-être, mais en fait on n'en a jamais eu. Mais mon père tournait toujours dans sa voiture, avait toujours dans sa voiture un pistolet. Il aimait beaucoup chasser, avait une collection de fusils, acheté à la manufacture de Saint-Étienne, dont on recevait le catalogue régulièrement, et qui était l'objet de mes sœurs pour étudier. Dans toutes les familles de France. C'est ça. La Manu. C'est ça. Et il y a beaucoup de cas comme ça, vous connaissez beaucoup de cas d'Italiens qui, au moment de la déclaration de guerre, ont dû alors... ça, je ne sais pas, non, je ne pense pas. Non, mais après la guerre, par contre, on a lié des amitiés avec Il y avait un responsable des ateliers mécaniques à Portefic qui s'appelait Sinigalia, avec qui nous avons gardé des liens d'amitié même après la guerre. Donc je pense qu'il n'a pas été interné. Hein. Je ne sais pas, je ne me souviens pas de ça. Alors la vie quotidienne, on lisait beaucoup. Je peux vous dire aussi qu'on lisait beaucoup. La famille était abonnée à une collection de romans qui s'appelait les éditions Nelson. Je ne sais pas si vous voyez ces trucs. C'était des petits ouvrages avec des reliures cartonnées. Moi, je lisais Daniel Defoe, le Robinson Crusoe, Alexandre Dumas, Jules Verne, etc. Beaucoup de choses. Et alors, avec le passage des bateaux, ça vous faisait encore plus... Et alors, nous vivions beaucoup avec l'aspect international, parce que on a vu les bateaux de la guerre, les Italiens qui allaient envahir l'Éthiopie. On a vu ensuite, pendant toute la guerre, le flot des bateaux vers le sud, puis l'inverse, pour ravitailler les Russes par le Bosphore et la Crimée, vers Sébastopol, par les navires américains. On voyait tous les porte-avions américains, les porte-avions anglais, les croiseurs, etc. Et on avait été très traumatisés pendant la guerre par le différend entre les collaborateurs et les résistants. Très vite, moi ça je vous l'ai déjà dit, on avait adhéré à la France libre. Mon frère Victor, il avait été enrôlé, délégué à la gare de Cabrette, c'était pendant la guerre, qui était une zone militaire. Enfin, et on avait beaucoup souffert parce que, je vous ai raconté ça, qu'on avait des amis qui étaient des copains d'école de HEC de mon frère Victor, qui faisait préparer HEC à Stanislas à Paris en 1939,
qui avait rejoint la résistance et qui avait été basé à la base militaire de Chalouf, anglaise, qui était à 2 kilomètres de chez nous, dans le désert derrière. Et ils venaient tous les soirs chez nous. Et un jour, je vous ai déjà dit ça, ils ont été dispatchés par les Anglais dans une mission de commando, ils ont tous été tués. C'était des épisodes assez tragiques. Et dans ce camp, il y avait également des prisonniers européens, il y avait des Yougoslaves, des gens différents, mais qui étaient en semi-liberté et qui venaient travailler chez nous, qui étaient des menuisiers, on les faisait travailler, ils étaient en liberté, ils ne pouvaient pas s'échapper dans le désert, ils n'avaient aucun moyen, et ils les laissaient aller, des braves gens aussi. Oui, donc c'est une lettre de Charles Somma à Paul Somma, son petit-fils. Donc il doit être daté de... Je demanderai la date. Oui, de quelques années alors, oui. Donc, en m'offrant ce lourd porte-mine en argent à l'occasion de mes 80 ans, vous ne pouviez vous imaginer l'émotion que j'aurais à le recevoir. Si votre cadeau m'a si profondément touchée, c'est qu'il a réveillé en moi le souvenir enfoui d'un autre porte-mine en argent et avec lui toute une partie de mon enfance fabuleuse. C'était un jour de l'été 1937, j'avais 15 ans. J'habitais alors avec mes parents et mes 8 frères et sœurs l'une des gares maritimes qui avait été créée le long du canal de Suez afin de surveiller le passage des navires et leur donner des instructions au moyen de signaux ou de fanaux hissés sur un mât de 40 mètres de haut. Notre gare, située à environ 15 km de Suez, s'appelait le 146. Elle devait son nom au fait qu'elle était distante de 146 km de l'entrée du canal à Port Saïd. Mon père était chef de gare. Comme dans toutes les gares du canal, 4 autres familles vivaient là, celle du sous-chef de gare et de 3 matelots. Nous n'avions pas d'électricité, pas de radio, pas de télévision, pas de route terrestre, pas de magasin à proximité. Si la modernité n'était pas arrivée jusqu'à nous, ce que je ne devais d'ailleurs réaliser que bien plus tard, nous avions cependant le sentiment d'être entourés de tout ce qui peut faire le bonheur, le désert, les nuits étoilées, une école, le canal de Suez. Nous avions le désert qui est loin d'être un endroit vide. On y trouve du sable, bien sûr, mais aussi des cailloux, des coquillages, des fossiles, du gypse, différentes sortes de mouches, dont certaines piquaient, des bourdons, des libellules, des scarabées, des criquets, des sauterelles, des couleuvres, des vipères, des lézards, des caméléons, des hyènes. Nous avions la magie des nuits étoilées dont l'absence d'électricité nous permettait de profiter pleinement. Que de fois, face au désert, confortablement installés dans des chaises longues en position basse, pour ne pas avoir à faire l'effort de lever la tête, nous avons fixé le ciel pendant des heures. Le premier qui voyait une étoile filante criait et on faisait le total des points en fin de soirée. Parfois, elles arrivaient comme une pluie d'étoiles, mais cela ne comptait pas. Nous avions aussi une école qui se résumait en fait à une unique salle de classe. Notre maîtresse était adorable, c'était ma mère. Si nous ne passions pas d'examen, l'année scolaire s'achevait néanmoins par une journée de distribution de prix. Ceux-ci nous étaient remis individuellement par la marquise de Vaugué, princesse d'Arambert. Avec son mari, le président du conseil d'administration de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, elle faisait la tournée de toutes les gares, c'était un très grand jour. Et nous avions surtout le canal de Suez, qui était à la fois notre terrain de jeu favori, avec son eau très salée, idéale pour les bains de mer, les balades en barque ou à la pêche, et notre seul lien avec le monde extérieur. C'est lui que nous empruntions, en cas d'urgence médicale, à bord d'une vedette rapide, dont l'une, je me souviens, se nommait joliment la Flèche, pour nous rendre en 2 heures à peine à l'hôpital privé d'Ismaïlia, le mieux équipé de la région. C'est par le canal aussi que 2 fois par semaine, un ravitailleur nous apportait les provisions et la glace à rafraîchir commandées par téléphone ou que le médecin nous rendait visite en inspection ou à la demande. C'est par le canal encore que Jean d'Agrève est arrivé au 146 en ce jour de l'été 1937. Jean d'Agrève écrivait des romans mettant en scène des marins à qui il arrivait d'étonnantes aventures. J'avais lu plusieurs de ses livres qui m'avaient, comme ces navires sur le canal, donné envie de voyager.
Le bateau sur lequel il naviguait s'étant échoué, il a demandé à mon père, monté à bord pour faire son rapport, de le faire débarquer. Alors il a passé la journée avec nous et j'ai osé lui demander de me dédicacer un de ses ouvrages. En réponse, il a souri et a sorti un long porte-mine en argent ovoïde avec lequel il a rédigé quelques lignes sur la page de garde. Il m'a dit qu'il ne se séparait jamais de ce porte-mine qu'il utilisait pour rédiger ses romans. Cela fait de longues années que je rêve de posséder à mon tour un porte-mine en argent, non seulement pour écrire ou dessiner, mais surtout pour retrouver des bribes de mon enfance. Merci à vous, cher Paul, de m'en avoir donné une si belle occasion.